Voilà, bonsoir mesdames et messieurs. J'ai le plaisir de vous présenter ce soir, de manière peut-être plus large qu'annoncée, un management de la performance que nous voulons baser sur des principes de motivation reconnus et notamment qui ont déjà été présentés. Et de manière plus précise, je vous parlerai de quelle manière nous essayons de rechercher l'équité dans la gestion des salaires. D'abord, donc, le processus du management, je vous le présente de manière relativement brève et je l'approfondirai par étapes. Première étape, définition de l'objectif, des points de situation réguliers, notamment deux plus importants, une évaluation annuelle à l'issue de l'année et bien sûr le système de rémunération qui est lié à l'ensemble de ce processus. Donc si je passe maintenant à la définition de l'objectif, Madame Wistiner l'a déjà dit tout à l'heure, mais à le répéter, le but est un élément central dans le processus de passage de l'action et le maintien de l'effort. De nombreux chercheurs l'ont démontré. Demander à quelqu'un de travailler sans lui indiquer des objectifs équivaut à faire viser quelqu'un en lui cachant la cible. Donc, on comprend tout de suite le niveau de démotivation. Par contre, un but doit remplir différentes conditions s'il veut être motivant. Il doit bien entendu être spécifique, être précis. On ne va pas dire à quelqu'un « tu dois faire mieux » parce qu'il va être très perdu et plutôt démotivé. Son niveau de difficulté doit aussi être bien dosé. Ça doit être ni trop haut parce que finalement je désespère et j'abandonne, ni trop bas parce que ça ne me motive pas. Il doit être aussi accepté et non imposé. Ça veut dire que lorsqu'on donne un objectif, il y a de la négociation, il y a de la discussion, ou alors expliquer pourquoi. Et enfin, il doit aussi y avoir régulièrement ces feedbacks qui se présentent. Concrètement, chez nous, nous avons un outil qui nous permet de fixer différents objectifs. Donc, il y a des objectifs sur le plan opérationnel quantitatif, des objectifs qualitatifs ou de projet, des objectifs de comportement, des objectifs de conduite et de formation. Je ne l'ai pas dit, mais il est aussi important que la personne puisse aussi elle-même proposer quelques objectifs. Donc, par exemple, on va définir pour un conseiller à la clientèle qu'il doit acquérir 10 nouveaux clients au cours de l'année prochaine. Donc, c'est tout à fait fictif ce que je vous démontre. Sur un plan qualitatif, il doit mettre à jour les dossiers sur l'un ou l'autre critère qui aura été défini. Et donc, plusieurs objectifs dans chacune de ces rubriques seront définis en début d'année. Ensuite, les points de situation, donc ils peuvent se faire de manière diverse, notamment pour les personnes qui ont des objectifs quantitatifs précis. Il y a régulièrement un point de situation mensuel quasiment sur où en est-on, que se passe-t-il, ce qui donne l'occasion de pouvoir avoir des entretiens, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu du succès, qu'est-ce qui fait qu'on n'a peut-être pas évolué comme on le souhaitait. Donc ça, c'est extrêmement important pour toujours redynamiser ce motif d'action. Motivation, c'est vraiment un motif d'action. La partie la plus importante, bien sûr, c'est à l'échéance de l'année, c'est l'évaluation annuelle. Il est important de préciser le contexte dans lequel cette évaluation doit avoir lieu. Si c'est délivrer une appréciation très directive où on a peur de se faire gronder, alors évidemment ce n'est pas motivant. L'importance, la qualité de l'entretien, c'est une discussion entre le supérieur et son subordonné. C'est le moment privilégié de marquer la reconnaissance. Ne pas oublier de toujours commencer par dire tout ce qui va bien et qui est très bien. On a tendance spontanément à vite venir sur les points qui doivent être améliorés. Mais ceux-ci ne doivent pas être oubliés non plus. C'est beaucoup plus facile de féliciter, mais il faut aussi identifier ensemble les points sur lesquels il y a un écart, mais de nouveau pas dans une attitude parent-enfant, mais de manière tout à fait adulte-adulte, et en définissant ensemble, et peut-être en donnant la responsabilité aux collaborateurs de définir quelles sont les mesures qui doivent être prises pour combler ces écarts. Donc, je le disais tout à l'heure, en aucun cas des jugements de valeur à ce niveau-là, pour que ça reste quelque chose de très motivant. Il n'y a guère, la Bruyère disait, il n'y a guère au monde un plus bel excès que celui de la reconnaissance. Et je crois que c'est quelque chose de tout à fait clé, Madame Wistiner le disait tout à l'heure, dans un processus de motivation. Donc concrètement, notre phase d'évaluation, comment est-ce qu'elle se passe? Donc nous reprenons les objectifs que nous avions fixés en début d'année. Alors bien sûr que ça c'est le côté document, hein. Là j'ai parlé de l'aspect entretien tout à l'heure. Et puis on va justifier, cette personne maintient, elle a acquis 12 nouveaux clients, donc l'atteinte de l'objectif est très bon et surtout là on a aussi la possibilité d'évaluer la contribution personnelle.
Pour nous, c'était important, lorsqu'on parlait d'objectifs quantitatifs, d'avoir ces deux aspects. Parce qu'il suffit que la bourse soit florissante et puis j'aurais plus que dépassé mes objectifs sans rien faire. Et à l'inverse, et on le connaît maintenant, j'atteins peut-être pas du tout mes objectifs parce que la bourse chute, mais par contre, j'ai fourni un effort énorme pour pouvoir acquérir ces clients. Donc la deuxième, tout d'un coup, là, les dossiers n'ont pas été peut-être gérés et l'évaluation sera moins bonne. Donc voilà pratiquement comment ça se passe. À l'issue de l'évaluation, il y a 2 notes qui sont attribuées, qui sont globales. Alors nous ne les voulons pas mathématiques, c'est-à-dire que c'est vraiment une appréciation qui est faite par le supérieur, mais qui doit bien entendu avoir de la corrélation avec toutes les sous-évaluations qui ont été faites des différents critères. Et pour nous, il est important que ces évaluations aient un lien direct et mathématique avec la prime qui est dispensée et également l'adaptation de salaire. Ceci étant un facteur de motivation important parce que ça donne un levier tout à fait concret aux collaborateurs pour pouvoir améliorer leurs conditions salariales. Donc là, ça me donne la transition avec l'aspect donc rémunération. Et notre objectif au niveau de l'adaptation des salaires, c'est qu'on part d'une situation de départ qui peut être différente d'une personne à l'autre, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais notre objectif est de faire évoluer les salaires dans le cadre d'une même fonction dans une approche la plus équitable possible. Pourquoi les salaires de départ ne sont-ils pas toujours identiques? Alors, on connaît tous, il y a la réalité du marché. Vous recherchez un spécialiste très prisé, on va peut-être devoir faire un effort sur un plan salarial et il se retrouve, alors on ne va pas faire un effort qui dépasse complètement nos normes, mais il se retrouve peut-être à une situation privilégiée. D'autre part, il peut y avoir des évolutions professionnelles différentes, soit ascendantes, c'est-à-dire qu'une personne passe à un niveau supérieur, je ne sais pas, par exemple d'assistant à conseiller, mais du jour au lendemain, ça ne devient pas un conseiller confirmé, donc ce n'est pas logique qu'il ait immédiatement le salaire du même conseiller confirmé qui aurait même le même âge. Ou alors il y a des évolutions transversales, quelqu'un qui a occupé une fonction de bon niveau et qui souhaite réorienter sa carrière, qui bien entendu, sur un plan salarial, a déjà eu l'occasion de vivre une évolution intéressante. Un petit clin d'œil aux femmes, elles ne négocient pas très bien leur salaire en entrée, les hommes ont plus de power, allez-y les dames, parce que ça peut marcher. Alors il ne faut jamais abuser ni dans un sens ni dans un autre, mais c'est reconnu à ce niveau-là. Alors une solution, là je dis des bêtises, égaliser tous les salaires, c'est inimaginable, ce ne serait pas réaliste que tout à coup que 2 personnes au même âge, la même fonction, qu'elles aient toutes les mêmes salaires. Ça voudrait dire que et celle qui a une expérience plus importante, une formation plus importante, un parcours plus important, se retrouverait au même niveau que peut-être un junior dans cette formation. Donc c'est à la fois parfois inéquitable, en tout cas pas motivant, parce que finalement tout le monde se retrouve au même niveau, ce n'est pas spécialement intéressant. Donc qu'est-ce que nous visons par notre équité dans l'évolution salariale? C'est d'une part prendre en compte au moment de l'évolution salariale la situation de départ. Donc si une personne se trouve privilégiée par rapport à une autre, c'est évident et juste que son évolution salariale soit plus faible, et inversement. Bien sûr que la performance doit être prise en compte, sinon ce n'est pas motivant de s'engager et de vouloir atteindre les objectifs si ma performance n'est pas prise en compte. Au même titre, bien sûr, que le niveau de la fonction et les exigences de cette fonction. Et surtout, le souhait, c'est d'essayer de gommer au maximum la subjectivité individuelle peut-être des décideurs. Nous avons tous connu, et j'ai connu particulièrement un système où tout à coup on donnait une enveloppe salariale à un chef de service et il avait l'entière liberté de le répartir comme il le souhaitait. Alors vous avez tous les cas de figure. On donne 1% à tout le monde, que la personne elle soit déjà dans le haut des normes, qu'elle soit tout en bas. Ou alors on a la politique des petits copains, ah non, alors eux, on va plutôt répartir sur ces personnes. Et ça, c'est ce que nous voulons essayer de gommer parce que là, c'est clair que nous tombons dans de l'inéquité. Alors très concrètement, notre système, là j'entrerai un petit peu dans la technique, donc pour chaque personne, nous allons calculer ce qu'on appelle une référence salariale. Et cette référence, elle tient compte à la fois du niveau de la fonction, de l'appréciation individuelle et de l'âge. Et nous obtiendrons ceci. Donc concrètement, là c'est une fonction définie, je vous en montrerai une autre. Ça c'est la référence salariale pour quelqu'un qui a une qualification de 5, pour 6, 7, 8.
Nous avons un barème de 1 à 9, mais là, je vous ai illustré les principales qualifications. Donc, ceci est valable pour la personne qui aujourd'hui a peut-être 28 ans, aujourd'hui 56 ans, mais celle de 28 ans, elle ne va pas s'attendre à arriver ici, parce que là, l'évolution est tout à fait différente. Ce qui est important à bien comprendre aussi, dans cette approche de calcul, c'est que cette référence salariale, ce n'est pas le salaire que la personne doit avoir ou vers lequel qu'elle doit avoir aujourd'hui, mais c'est une référence de calcul qui permet de faire le calcul des augmentations de salaire. Si je veux avoir une augmentation de salaire, je dois me retrouver en dessous de cette ligne, sinon je n'aurai pas d'augmentation de salaire. Là, je vous montre un exemple pour deux fonctions différentes. Ça, ce sera la ligne de calcul pour une fonction peut-être d'assistant, et ceci pour une fonction d'une personne plus qualifiée. Donc là, il y a vraiment cette prise en compte de l'âge et du niveau de fonction et des appréciations. Ensuite, bien sûr, par rapport à cette ligne, on va positionner tous les collaborateurs qui exercent cette fonction. Alors là, j'ai pris des extrêmes exprès pour que vous compreniez le système. On a peut-être ici une personne jeune, un junior qui vient d'être promu dans cette fonction, une personne dans la moyenne d'âge et une personne qui est tout en haut. Celle-ci, ça fait quelques mois qu'elle est dans cette nouvelle fonction, elle a très très bien travaillé dans le sens où elle s'est bien formée, elle s'est beaucoup engagée et on lui a mis une note, j'ai mis en jaune la même chose que la note qu'elle a eue, une note globale de 7. Celle-ci, par contre, a moyennement travaillé puisqu'elle se trouve juste au minimum acceptable parce que 4, c'est insatisfaisant. Elle a un 5. Cette personne est peut-être une personne qui, à un moment donné, occupait une fonction plus élevée, qui a dû être réorientée et qui se retrouve en fait un peu au-dessus des normes, qui malgré tout a travaillé correctement puisqu'elle a un 6. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour calculer les adaptations? De manière très simple, on va faire le calcul de ces différents écarts de chacune de ces personnes. Donc, bien sûr, pour celle-ci et celle-ci, celle-ci, malheureusement, étant plus haut, il n'y a pas de calcul qui est fait. Et puis ensuite, on se retrouvera avec la somme des écarts d'une part, donc on additionne tous ces écarts, c'est très mathématique finalement, très simple. Et d'un autre côté, on a la masse à disposition, les 2%, les 2,5% qui auront pu être définis. Et puis, il s'agit de définir le coefficient pour pouvoir égaliser la somme des écarts divisée par un coefficient qui est égal à la masse à disposition. Et ensuite, c'est encore une fois très simple. Notre outil va, par exemple, dans le cas précédent, si le coefficient était de 3, on va appliquer ce coefficient à tous les écarts. Donc cette personne, par exemple, elle aura cette augmentation, peut-être 6 000 francs, alors que celle-ci, elle aura peut-être que 2 000 francs, et celle-ci, rien du tout. Alors, vous me direz, et l'inflation? Alors, chez nous, l'inflation ne joue un rôle que pour faire... Non, il faut rester. Oula, non, c'est moi. Pardon. L'inflation ne joue un rôle que pour faire évoluer ces courbes. C'est-à-dire qu'on part de l'idée que cette personne qui a la chance d'être au-dessus des normes par rapport à la fonction qu'elle exerce, il n'est pas équitable qu'elle reçoive et qu'elle continue à recevoir des adaptations salariales aussi longtemps que les courbes de sa fonction ne l'ont pas rattrapée. Alors les courbes vont la rattraper parce que chaque année, ces différentes références, elles augmentent avec l'inflation. Et à un moment donné, elle aura à nouveau une adaptation. Tout ceci, donc, nous paraît effectivement équitable dans le sens où on prend en compte à la fois la situation de départ de la personne pour qu'elle ait une évolution plus rapide que celle qui est plus proche des références et que les personnes qui sont au-dessus ne les aient pas. Donc ça, c'est un système purement mathématique. Et ensuite, bien entendu, ce n'est pas l'évangile, on est bien d'accord. Toutes ces propositions de salaire sont données aux responsables de service et qui, eux, prennent la décision finale. Les changements sont peu fréquents. Les gens, ils suivent généralement le système, mais par contre, parfois, il peut s'avérer, dans un sens ou dans un autre, qu'il faille corriger les propositions. Si celles-ci sont importantes, elles sont toujours justifiées et ça nous permet d'avoir une bonne visibilité. Alors, les avantages d'un tel système, enfin, on se retrouve avec peu de réclamations par rapport au salaire. Alors, c'est clair que nous avons des jeunes ambitieux qui veulent que leur salaire évolue et c'est normal. Et surtout, ça nous permet de vraiment dire aux personnes comment faire pour impacter leur salaire.
C'est-à-dire, soit elles doivent évoluer vers une fonction de niveau supérieur, soit elles doivent veiller à améliorer leur performance. Et à ce niveau-là, après, bien sûr, qu'on peut toujours comparer le salaire qu'on a chez nous par rapport au salaire qu'on a dans un autre institut similaire. Et là, la différence et la comparaison, malheureusement, à ce niveau-là, on ne pourra pas la faire. Voilà donc pour ma présentation, et puis je viens en conclusion, où je pense que l'objectif de toute entreprise, c'est d'essayer de mettre en place le maximum de critères pour que les personnes puissent grimper le plus haut possible, mais tout en trouvant aussi leur réalisation. Il y a vraiment l'importance d'associer ces deux facteurs. Je vous remercie.